Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, moi, je suis Estelle Serpollet. Je fais partie de D'une graine aux autres, qui est une activité de développement de la biodiversité cultivée. Et donc, à ce titre, on est partenaire du projet Céréales locales. Alors, pour poser le sujet de ce webinaire, on vous propose très simplement une petite animation. On va vous donner dans le chat, on va écrire le nom d'un outil et vous allez mettre un émoticône pour nous dire si cet outil, pour vous, il est plutôt low-tech ou plutôt high-tech. Voilà. C'est comme ça que ça marche, hein, Pauline, qu'on s'était dit. C'est comme ça. Et en fait, il y a deux émoticônes. Il y en a un donc, qui est une bougie donc, qui correspond au low-tech. Et il y en a un autre, c'est une fusée, donc c'est pour high-tech. Donc on vous laisse cliquer soit sur la fusée ou soit sur la bougie, donc selon ce que vous pensez, Voilà. directement. Donc là, ça fonctionne nickel. Et je vais envoyer donc une dizaine d'outils à la suite et on vous laisse voter directement. Voilà. Donc, le premier outil, c'est la charrue. Maintenant, deuxième outil sur lequel vous pouvez donner votre avis, c'est le smartphone. Ensuite, troisième outil, un moulin à cylindre. Un robot de traite, un capteur d'hygrométrie, un moulin à meule de pierre, un thermomix, un drone, une brosse à blé. Estelle, on t'entend plus. Oui, excusez-moi. Donc, on avait le robot de traite, on avait la brosse à blé, un exosquelette, un végémètre de végétation, donc pour suivre l'expression de photosynthétique des cultures, un four à bois, une agrocam, donc c'est une caméra connectée au champ pour suivre l'évolution de vos parcelles, un robot désherbeur ou des robots désherbeurs, parce qu'il en existe plusieurs versions, C'était le dernier. et c'était le dernier. Eh ben, on voit que globalement, vous êtes plutôt, voilà, sur tous ces outils, vous avez plutôt des avis assez tranchés. Enfin, c'est assez facile pour vous de dire si c'est plutôt low-tech ou plutôt high-tech. Euh, mais peut-être certains, c'est un peu plus hésitant, notamment le moulin à cylindre, le capteur d'hygrométrie, où c'est plus partagé. Voilà, il y en a d'autres qui font moins débat. Mais en fait, sur des outils qu'on pourrait penser même où c'est très simple, où tout le monde serait d'accord, on voit que finalement, la vision n'est pas toujours la même. Donc voilà, l'objectif là, c'est pas de répondre à cet outil, est-ce qu'il est low-tech ou high-tech, mais voilà, c'est pour vous montrer que finalement, il y a plein peut-être de définitions ou de manières de voir les choses. Et aussi, eh ben, c'est un peu de ça dont on va discuter pendant le webinaire. Et on va commencer justement en évoquant un des outils qu'on vous a présenté, mais pas que. Donc, c'est un moulin à meule de pierre, entre autres, que Roland va nous présenter avec tout ce qu'il y a autour. Et on va voir, voilà, quel type de technologie c'est pour lui. Et on pourra en discuter ensemble. Merci à tous pour votre participation. Donc, bonjour, je commence. Oui.
Et bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet qui a commencé à voir le jour il y a déjà bien longtemps, puisque l'idée est, est née en décembre 91. Il m'a fallu 10 ans pour à peu près imaginer, structurer, pouvoir le faire. Puis il m'a fallu aussi faire pas mal de joie et même connaître quelques échecs cuisants, puisque l'idée de départ, c'était de remettre en route un moulin à vent. Voilà, donc je crois que typiquement l'idée elle naît quand même dans ce qu'on peut classifier en low-tech. Donc j'ai restauré un premier moulin à vent sous une forme associative au départ à côté de Nîmes, à Langlade, pour me rendre compte que c'était bien difficile, qu'il marchait pas très bien ce moulin. Voilà, et donc j'ai pu en trouver un autre grâce au compagnon charpentier à moulagère avec qui j'avais bossé sur Langlade pour le remettre en route, et c'est celui de Cucugnan. Voilà, qui était beaucoup plus conçu déjà, il y a bien bien longtemps, pour être vraiment productif, alors que le moulin de Langlade, c'était un moulin de secours, c'était un moulin noble, et qui n'intervenait que quand le rognier était à sec. Voilà. Et donc, ben, il a fallu apprendre à faire fonctionner un moulin à vent. Et les 3 premières années du lancement de notre activité, même, il faisait l'intégralité de nos farines. Voilà. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que euh, c'était assez harassant de faire fonctionner cette machine-là parce qu'il est vraiment dans son jus, je dirais, à peu près des années 1500, début 16e. Et puis que ben, ça coûtait un budget en maintenance assez incroyable puisque on est typiquement dans une approche très préventive. On ne s'autorise pas à imaginer qu'il puisse y avoir du curatif à faire. Donc, on est toujours en train de changer toutes les pièces d'usure, etc., etc. Et comme c'est quand même assez touchy, et que chaque fois on était obligé de faire venir les compagnons, etc. Bon, petit à petit, on a réduit la production sur ce moulin et on a mis en œuvre, grâce aux frères Astrier, André et Pierre Astrier, un premier moulin qui nous avait fait, voilà, dans les années donc 2008, puis un deuxième en 2011, voilà. Alors, bon, les moulins à strier, tels qu'ils étaient dans la configuration, on va dire, de Pierre et André Astrier, je pense, oui, qu'on peut imaginer de les classifier quand même dans du low-tech, mais c'est pas si évident que ça par rapport à des moulins à cylindres dont on trouve même des formules qui tournent depuis des décennies et qui sont quand même une technologie qui a été mise au point dans les années 1860, 1870, on va dire, et c'est pas si évident que ça. Donc, bon, ce qui est très important, c'est de, de comprendre qu'il y a une volonté qui a été très étudiée et très stratégique dès le départ. C'était d'avoir une approche très entrepreneuriale, de faire une entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu et le temps d'argumenter pourquoi absolument faire une entreprise. Déjà, une raison simple, c'est que c'est ce que je savais faire, vraiment, développer un côté entrepreneurial, et puis parce que ce qui était la grande motivation pour lancer toute cette aventure, c'est quand même de remonter aux sources causales, on va dire, de ce qui nous affecte énormément, qui est cette notion de crise environnementale. Voilà. Donc, comment essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour contrer, pour faire face à cette crise environnementale. Pour nous, il est évident que la crise environnementale, elle n'est pas liée à des phénomènes comme des fois certains, et j'espère de moins en moins, veulent essayer de nous le faire croire, qui ne seraient pas anthropiques, quoi, en fait. Pour nous, notre approche, elle est d'être absolument certain que le problème, au départ, c'est un problème anthropologique et que nous devions absolument essayer de voir, en gros, comment participer à l'éveil, à la prise de conscience et à la dynamisation
des sources d'intention et des choix et des actes de nos contemporains à notre niveau. Voilà. Et donc, c'est pour ce faire, nous avons imaginé qu'il faille démontrer et faire tout ce qu'il faut pour que nous pouvons établir des économies véritables en milieu rural, voire en milieu très rural, parce que nous sommes implantés à Cucugnan, dans l'Aude, donc dans les hautes corbières sauvages. Là, en vous parlant, je suis face aux montagnes, et on est dans un lieu qui est pas désertique, mais quand même qui a une densité extrêmement faible. On est dans un village d'une centaine d'habitants et les premiers bourgs pour aller, je dirais, ou chercher de l'argent à un guichet ou autre sont à 20 kilomètres. Pour aller au cinéma, c'est 50 kilomètres aller, 50 retours, etc., etc. Et donc, voilà, dans cette ruralité profonde, montrer qu'on peut avoir le montage d'une activité économique et qui se maintienne, qui se développe. Et c'était vraiment l'idée de départ, c'est-à-dire de faire juste un rapide une rapide évaluation. Je ne sais pas si j'ai retrouvé un peu là mes sources, qui est que on a trois types de personnes dans notre pays. On a les personnes physiques, que nous sommes vous et moi, etc. On a les personnes morales, qui sont justement bon, les entreprises, et on a les personnes publiques. Quelle est la répartition aujourd'hui des sources causales du problème de la crise environnementale au travers de ces trois personnes? Il semblerait qu'on puisse dire que les ménages y sont pour 20%, que les personnes morales, ils sont pour à peu près 70%, entre l'industrie et, si tant est qu'on range l'agriculture aussi, les exploitations agricoles dans les personnes morales, évidemment, et le transport, qui est pour beaucoup, et les personnes publiques, mais qui sont quand même dans des causalités assez faibles. Donc, en fait, ma conviction, et dès que j'ai commencé à réfléchir à ça en 91, c'est d'essayer de faire une expérience. C'était même plutôt au début une volonté d'avoir presque une société de R&D, de recherche. Voilà. Et d'ailleurs, on a toujours un budget R&D qui est 4 à 5 fois supérieur à celui des entreprises moyennes en France. Et donc, de faire de la recherche appliquée pour montrer que c'était possible de mettre en place une économie qui se veut essayer d'atteindre le maximum d'être vertueuse, d'une part sur les modalités et d'autre part sur les finalités. Voilà. Et donc, et de fonctionner avec la prise en compte de notions de coûts globaux et d'apporter preuve et démonstration que cette économie-là était possible. Donc, la particularité des maîtres de Montmoulin, c'est de reposer sur un modèle économique, un business model qui est très particulier et qui, dès le départ, est pensé pour assurer de la réplicabilité de ce que nous faisons. Et donc, on s'est presque doté des moyens, et je dirais presque assurément, des moyens de gens qui ont la volonté de développer une entreprise qui rentre dans un modèle qui soit réplicable, donc soit par de la franchise, soit par de la concession ou de la licence de marque, pour viser à ce qu'il puisse y avoir un développement, une croissance, mais qui ne se fasse pas par la massification, que nous ne devenions pas industriels et fabriquer une méta-entreprise, mais que nous soyons en capacité de former et de donner et de faire du transfert de technologie et de mettre en place des structures qui répliquent ce que nous faisons sans que nous y soyons impliqués nous-mêmes d'un point de vue d'intérêt financier et économique, parce que ça forcerait complètement la donne, et d'assurer la réplicabilité de ce que nous faisons. Et c'est vraiment depuis près de 25 ans ce que nous faisons à Cucugnan et qui là, depuis, on va dire, 7-8 ans, a pris beaucoup d'ampleur parce que justement, on a fait une modélisation globale de notre modèle économique et dont nous livrons aux gens qui veulent répliquer ce que nous faisons, nous livrons à la fois les semences, la capacité à les aider à mettre en œuvre ce qu'on appelle une station agronomique locale qui soit in situ de là où ils vont après multiplier, enfin, je veux dire, cultiver en grande culture ces semences-là, leur apporter toutes les techniques et les moyens pour faire les semis, les tris, les conditionnements, le stockage, la mouture et bien sûr tout ce qui va être les pôles de transformation.
La société s'appelle les Maîtres de Montmoulin parce que brique après brique, segment après segment, nous avons développé une activité bien sûr de pain au départ, mais aussi une biscuiterie, une pâtisserie, du traiteur pour faire du repas, pour faire manger, bien sûr de la vente de farine et ainsi qu'une pasterie pour faire donc des pâtes. Voilà. Et donc, on est capable de former et de donner aux gens les moyens pour qu'ils puissent faire eux-mêmes chez eux exactement ce que nous faisons nous ici à Cucugnan. Donc, c'est notre croissance à nous est même venue par la réplicabilité de notre modèle économique et par le fait qu'on s'est concentré sur quelque chose de très important, me semble-t-il, et sur lequel je crois qu'il y a un gros calage à faire dans le secteur de ces semences dites libres et vivantes ou matériel biologique hétérogène en Commission européenne, etc. Donc, ce qu'on appelle aussi blé ancien, etc. Donc, nous sommes concentrés, nous, sur le fait de pouvoir offrir des lots de semences qui soient déjà constitués presque avec le sérieux, la fiabilité d'une semence qu'on pourrait qualifier de certifiée. Voilà. Sur une biodiversité assez importante. Donc, on a une collection aujourd'hui parce que je suis allé un peu récupérer et chercher ça un peu partout dans le monde. On a plus de 500 taxons et on en cultive. L'année dernière, il y avait, si on compte même les stations agronomiques, ce qui était en multiplication, il y avait 184 variétés semées. Et là, cette année, on va faire à peu près autant, peut-être un tout petit peu plus. Mais voilà un peu comment on fonctionne. Et bien sûr, cette notion de liaisonnement de la problématique dont la source qui est causale et de dimension anthropologique ne peut être dissociée de l'aspect social. Donc moi, dès le départ, on avait fait, comment dire, on avait posé des postulats qui étaient de faire une entreprise qui ait vocation vraiment à essayer d'être la plus florissante que possible et de ne pas avoir honte d'imaginer que l'on développe une économie et que l'on fasse du profit. Après des profits, tout est question de ce qu'on en fait et puis de sa propre euh, position en tant que personne physique au sein de la personne morale. Donc, nous, on est en open book, c'est-à-dire qu'encore là, la semaine dernière, j'avais un stage. Nous n'hésitons pas à montrer notre grille de salaire. Voilà. Et moi, quand j'avais 28 ans, que je terminais mes études, je suis rentré dans un grand groupe international et je gagnais environ 4,3 fois plus en argent courant que ce que je me paye aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, vous voyez, on a la conscience tranquille. Voilà. Et notre volonté est que tout ce que alors on a nos chiffres sont publiés, hein, donc c'est accessible à tout le monde. Si vous regardez 2018 par exemple, ben on fait 1,5 million de chiffre d'affaires hors taxe et on fait 340 000 euros de profit net. Mais sachez que j'en ai pas honte du tout parce que de toute façon, depuis 25 ans, nous n'avons jamais sorti 1 euro de profit, nous n'avons jamais distribué de dividendes et nous avons toujours investi et nous réinvestissons. Alors, on investit justement pas forcément dans ce qui pourrait paraître du low-tech, parce que pour gérer de la semence, par exemple, eh bien, on a du matériel de tri spécifique pour la semence et on a même un trieur colorimétrique où on peut faire des tris de semences en fonction, par exemple, de leur taux de jaune, de leur taux de rouge, etc., pour étudier sur la sélection la densité nutritionnelle qui peut être obtenue par tri, etc. Donc ça, c'est pas vraiment low-tech, mais, mais voilà, on est inscrit dans une économie. Bon, par contre, qu'est-ce qui peut être vu comme étant du low-tech? Par exemple, nous faisons du reconditionnement. Toutes les années, on est fermé au mois de janvier et on a un boulot qui est qu'on a toutes nos machines. Alors, par exemple, la machine à pâte, elle date des années 1980. Et là, on la démonte et on remet des pièces à neuf en utilisant d'ailleurs de la technologie de pointe pour les scanner en 3D et les refaire faire sur des machines à commande numérique 3D à Perpignan. Et dernièrement, j'ai chargé toute l'arbracam du poussoir de la machine à pâte. Les Italiens me demandaient de la changer, la machine, et me demandaient 25 000 euros. J'ai refait faire ça à Perpignan, ça m'a coûté 340 euros. Donc, est-ce que ça, c'est low-tech? Voilà, le débat est ouvert.
Et on a pareil, si on a des vieux batteurs pour faire les pâtes à biscuits, tous ces trucs-là, ce sont des Ditos Lama, parce que Ditos Lama, c'est un constructeur qui encore fournit aujourd'hui la vue en éclaté de Sobécane et qui fabrique toujours les pièces détachées de ces machines. Et donc, nos deux batteurs datent des années 80, 85, ils ont 40 ans. Et donc, on fait ce qu'on appelle en anglais du refurb, on dirait du reconditionnement en français. Et donc, voilà, et on utilise. Alors, bon, on est en énergie propre il y a des années. On a fait un financement pour mettre en place dans la plaine à Pézia, à la rivière, du photovoltaïque. Donc, on est en électron tracé. Donc, ce qui fait que différemment à des collègues boulangers, voilà, le record, c'est une boulangerie qui a justement qui fait semences, blé, tout ça et tout, dans le secteur des Vosges, à Épinal. Ils avaient, en 2022, ils avaient un budget de 12 000 euros d'électricité. En 2024, la facture d'électricité de 78 000 euros. Moi, j'ai été assez vigilant sur tout ça et essayé de faire en sorte de ne pas faire rentrer dans mon modèle économique quelques matières premières ou quelque énergie que ce soit qui fasse l'objet d'une spéculation possible, autrement dit, qui soit sur des éléments d'économie cotés en bourse ou etc. Donc, voilà, j'essaie d'aller vite, de dire globalement, mais je peux répondre bien sûr aux questions et plus s'il le faut, parce que on est un open book, donc autrement dit, même ceux qui veulent venir nous rendre visite, normalement, on accueille tout le monde, on explique ce qu'on fait, on montre, on démontre, etc. Même dans ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, même dans la transmission, dans la gouvernance, on est en formation continue sur un principe de gouvernance assez nouveau qu'on appelle la sociocratie. Voilà. On a des écarts de salaire chez nous qui sont inférieurs à un rapport de 2. Donc, voilà, pour une entreprise. Et par contre, on essaie de montrer qu'on peut avoir une démarche entrepreneuriale et qu'il faut, puisque les entreprises, les personnes morales, vous avez entendu, sont pour 60 ou 70% du problème aujourd'hui, il faut montrer qu'on peut refaire une nouvelle révolution. La révolution de 1789, pour moi, et puis de ce que j'ai pu en étudier, je m'y suis vraiment attaché à bien l'étudier, est une révolution économique et je pense qu'on changera la donne qu'en faisant une nouvelle révolution économique. Je crois qu'il suffit d'allumer les informations pour le comprendre. Il faut changer complètement de paradigme, il faut changer de dirigeant, il faut changer de méthode, il faut changer de logiciel. Donc, mais par contre, ma conviction, et ça pour moi, elle n'est pas décorrélée d'essayer de faire du low-tech autant que faire se peut, mais la conviction intime, personnelle et dans laquelle on s'implique tous les jours, c'est que nous devons faire de l'économie. Voilà. Si le low-tech veut dire une rupture avec les principes avec une économie régénérée. Hein. Donc, nous, ce avec quoi on va lui rompre, par exemple, et c'est pour ça qu'on veut montrer aussi à des jeunes que c'est possible de vivre au fin fond des campagnes et d'y être pleinement heureux. C'est d'être en rupture avec la société consumériste totale et puis surtout je crois que quelque chose qui est pour la plus grande causalité de nos problèmes, c'est ce qu'on va appeler l'individualisme ou l'hyper-individu, en fait. L'hyper-individu qui s'enferme dans son petit jeu, JE, moi, mon, ma, etc. Et qui est en rupture avec la notion de communauté, qui est en rupture avec le lien social et qui est en rupture avec la participation à la construction d'une anthropologie qui évolue dynamiquement, voilà, et par tous les ressorts de cette évolution, qu'ils soient culturels, qu'ils soient même spirituels, au sens Jean-Marie Pelt du terme, hein, l'homme moderne dénué de spiritualité est une erreur, virgule, pire que ça, c'est une horreur. Et la spiritualité ne veut pas dire enfermement dans quelques dogmes ou doctrines religieuses que ce soit, surtout pas. Voilà. Et voilà un petit peu notre très succinctement exposé ce qui fait les particularités, pour ne pas dire parce que oui, des fois on se sent un peu seul parce que je pense que des modèles comme le nôtre, j'en connais pas beaucoup, voilà, et qui faisons ce qu'on fait et qui développons. Donc aujourd'hui, dans les plateformes qui utilisent les blés, enfin les farines, les blés
et qui sont issus des semences que les maîtres de mon moulin collectionnent depuis 25 ans et ont multiplié, etc., dans plusieurs plateformes. Aujourd'hui, on a formé à peu près 80 sites et on en a plus de 50 qui tournent. Voilà, donc, et qui chacun sont dans cette logique de réplication avec des stations agronomiques in situ et in vivo et des cultures locales aussi. Euh, Merci Roland, merci Roland. Il était important en effet que dans un webinaire sur les filières céréales locales, on commence par un exemple qui vient des filières céréales et c'est le RMTM, justement montrer la diversité aussi de ce qui se fait dans ces filières. Donc on a un exemple. Le débat amènera peut-être justement d'autres exemples. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs déjà questions, mais je propose qu'on passe tout de suite à Manon Plouchard de la Banque des Territoires et puis ensuite à Véronique pour qu'ensuite on ait une discussion un peu générale et on reviendra évidemment, il y a plusieurs questions qui te sont adressées, Roland. On reviendra justement sur cette place de la technique hein, dans un système. On a compris justement que la technique, elle se comprenait pas en dehors d'un système. Mais Manon va nous justement développer les systèmes qui peuvent être proposés à travers les démonstrateurs territoriaux. Merci, Manon Pouchot. Bonjour, merci Yona pour l'introduction. Donc Manon Plouchard, moi je suis responsable d'un programme de financement de France 2030 qui est géré par la Banque des Territoires qui s'appelle les démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Donc c'est de ce point de vue que je vais vous parler en observation de ce qu'on a vu sur les différents projets lauréats de ce programme-là. Peut-être vous dire en introduction que vous connaissez peut-être France 2030, c'est un gros financement de l'État. Donc l'État qui investit massivement via France 2030 dans un tas de secteurs, notamment dans l'agriculture. Et France 2030 en général, dans l'agriculture, c'est vraiment pour financer la recherche, le développement dans les nouvelles technologies au service de la troisième révolution agricole. Il y a beaucoup de points d'attention à cette orientation vers la troisième révolution agricole. Il y a un rapport d'ailleurs qui est sorti la semaine dernière du Shift Project sur le lien entre technologie et transition agricole et alimentaire, qui ferait bien le lien avec ce qu'on se raconte aussi aujourd'hui, et ce rapport qui met bien en lien le risque de dépendance et de verrouillage technologique lié aux nouvelles technologies et aussi à la forte empreinte environnementale des technologies, donc avec des limites à prendre en compte pour le déploiement de ces technologies. Et donc le programme des démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, qui est aussi dans le cadre de France 2030, mais qui là fait un pas de côté par rapport à ce triptyque numérique, robotique, génétique, qui est globalement valorisé dans France 2030. Il est vraiment conçu, ce programme, avant tout pour financer des projets de territoire. Donc nécessairement, comme tout France 2030, ces projets de territoire doivent inclure des briques innovantes, mais le mot innovation est vraiment entendu au sens très large. Donc même si souvent on peut faire un amalgame entre innovation et technologie, l'innovation peut vraiment prendre des formes très variées. Et là, dans le cadre des 29 projets lauréats, donc des 29 projets de territoire sur tout le territoire français du programme des démonstrateurs, ils mobilisent principalement de l'innovation organisationnelle. Donc l'idée, c'est vraiment de faire travailler ensemble des acteurs qui habituellement ne travaillent pas ensemble, en mêlant le secteur public, le secteur privé sur toute la chaîne de valeur, en incluant notamment le monde de la recherche, de la formation. Donc c'est un programme là, des démonstrateurs qui s'est structuré grâce au ministère de l'Agriculture, qui a vraiment entendu dans la dynamique des PAT, qui avait besoin de partir de l'existant, mais qui avait aussi besoin de financer la prise de risque supplémentaire pour lever tous les verrous qui permettraient d'aller plus loin, plus vite dans la transition, toujours du point de vue des territoires. Et donc c'est cette prise de risque-là que le programme des démonstrateurs finance. Ça peut être de la prise de risque dans le modèle économique, aussi dans le type de partenariat noué, dans le lien public-privé à nouveau, dans des expérimentations techniques, technologiques aussi. Donc, du point de vue des démonstrateurs, la technologie n'est jamais une fin en soi, mais elle vient appuyer le développement d'un projet de territoire. Je vais vous donner après des exemples de ce qu'on voit dans les démonstrateurs. Mais donc, souvent, les innovations technologiques qu'on repère viennent soutenir des innovations non technologiques. Elles sont souvent mobilisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
on observe des innovations qui sont mobilisées, donc des innovations techno qui sont mobilisées sur la partie production agricole, transformation, distribution. À date, on en observe peu sur la partie consommation, mais il est aussi possible que ça émerge avec le temps. Et donc, en fait, l'intégration de cette technologie dans le programme doit nécessairement être portée et validée par l'ensemble du consortium qui porte le projet, qui doit inclure des acteurs, des collectivités territoriales, mais qui inclut aussi un certain nombre d'acteurs privés. Donc, ça vient valider aussi la logique d'intérêt général de ces innovations technologiques au service du territoire. Et en aucun cas, cette innovation technologique ne peut se faire ex nihilo, simplement pour démontrer la faisabilité d'une innovation, mais sans faire le lien avec le besoin du territoire. Il faut nécessairement que ce soit bien intégré à un diagnostic de territoire préalable. Et il nous semble aussi que le fait de porter ces innovations technologiques par un consortium, ça permet aussi d'amortir le coût de la technologie, qui, surtout quand elle est high-tech, peut être important. Donc, je vais vous présenter 2 exemples de ce qu'on voit dans les démonstrateurs. Il y a un projet en Bretagne qui s'appelle Startigine Valley, qui prévoit, qui est porté par la Chambre d'agriculture et qui prévoit la mise en place de jumeaux numériques de fermes laitières pour travailler à la fois sur les enjeux de qualité de vie au travail, d'impact environnemental, de production laitière, de rentabilité à travers des outils de simulation. Et en parallèle, le projet travaille aussi à la création d'un centre de ressources low-tech et à la mise en réseau de fermes pilotes low-tech. Donc, on voit vraiment le lien entre jumeaux numériques high-tech et puis ce centre de ressources low-tech. Un autre projet qui est porté par la ville de Paris, qui s'appelle Seine Nourricière, qui vise à faciliter l'approvisionnement de la restauration collective sur le bassin de la Seine, et qui travaille sur une plateforme numérique pour accompagner l'effort des établissements de restauration collective en approvisionnement en produits durables et locaux. Donc, pour répondre à la question initiale qui nous était posée de la transition agroécologique et alimentaire a-t-elle besoin de tech, il nous semble que ce qu'on observe, nous, dans les territoires lauréats du programme, c'est qu'il y a beaucoup de territoires qui d'eux-mêmes souhaitent mobiliser de la technologie pour donner de l'ampleur à leur démarche, que ce soit low-tech ou high-tech, l'important étant vraiment de faire le lien avec le besoin du territoire et avec une gouvernance aussi du projet qui est aussi large, aussi représentative que possible pour valider la pertinence du choix de cette technologie. Et pour aller un peu plus loin aussi, on encourage dans le cadre du programme que l'utilisation des technologies qui sont mobilisées, elle soit couplée à une réflexion sur le changement de pratique. Parce qu'on pourrait observer sinon un effet rebond de se dire, bon, bah, si cette technologie a un impact environnemental moindre, je vais pouvoir l'utiliser de manière plus importante et donc finalement avec un effet rebond et un impact environnemental final plus important. C'est le cas par exemple dans un des projets qui est porté par ACT, qui est dans les Pays de la Loire, qui travaille avec la start-up Aquasys, qui a créé un outil de gestion commune de la ressource en eau pour tous les irrigants du territoire. Et donc, nécessairement, dans le cadre du programme des démonstrateurs, la mise en œuvre de cet outil de gestion commune de la ressource en eau, elle se fait en réflexion sur comment on intègre plus de sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau pour les cultures. Voilà, donc un exemple supplémentaire. Et peut-être en conclusion, vous dire que donc nous, bien sûr là, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on constate uniquement à travers les projets lauréats. J'ai pas suffisamment d'expérience pour vous dire vraiment quel type de technologie adaptée à quel territoire, selon quelles conditions, etc. Et je vois qu'il y a d'autres programmes. Par exemple, il y a un autre programme qui est géré par la Banque des Territoires qui s'appelle Territoire d'innovation Grande Ambition, qui est aussi un programme. Alors, c'était l'ancêtre de France 2030, c'était le PIA 3, qui a une approche beaucoup plus mixte avec pas mal de projets agritech qui sont financés. Avec des structures type Abellio ou Chouette, et aussi des structures beaucoup moins tech qui sont financées au sein de ce même programme des territoires d'innovation, comme Rezan ou Inverse. Et ils essayent aussi de développer les complémentarités au sein d'un même territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'innovation dans les démonstrateurs.
Merci beaucoup, Manon. On reviendra hein, dans le débat, parce qu'il sera intéressant, y compris de savoir la place en fait, de ce programme démonstrateur par rapport aux financements globaux sur le triptyque robotique numérique, pour voir si justement il y a peut-être une forme de rééquilibrage ou pas. Mais on reviendra justement sur ces questions un peu générales. Je vous propose Tu as fait la transition en plus vers Véronique Bellon-Morel, l'INRAE, donc il va nous parler aussi des innovations high low-tech. Véronique, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup. Et je vais vous parler d'un des projets territoire d'innovation aussi. Voilà, donc qui s'appelle Occitanum pour Occitanie agroécologie numérique. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer tout ça. Vous allez me dire, euh, hop, normalement ça doit, hop, je vais aller un peu vite. Voilà. C'est bon. C'est bon pour vous? Ok. Donc, en Oui. fait, j'introduis un nouveau mot, mais qui n'est pas si nouveau que ça, hein, qui a été introduit avant moi par le MIT, c'est le high-low tech. Bon, et puis, je vais vous dire, enfin, vous aurez compris rapidement à quoi on fait allusion. Voilà. Donc, moi, je suis directrice, en fait, d'un institut interdisciplinaire qui s'appelle Digitag, sur lequel on fait de la recherche académique sur l'agriculture numérique, sur ses impacts, mais aussi on construit des briques pour le numérique. Et puis je coordonne un des projets territoire d'innovation qu'a cité Manon Plouchard, qui s'appelle donc Occitanum, pour Occitanie agroécologie numérique. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité parce que je trouve que ces débats sont passionnants et voilà, on pourra revenir sur ces questions de massification, d'impact environnemental, etc. Alors, c'est quoi l'agriculture durable pour nous? En fait, nous, on veut vraiment s'inscrire dans les définitions qui sont enfin, dans l'agroécologie, et je vous ai mis deux représentations de l'agroécologie, celle de Glissman qui est à gauche, avec, alors j'aime pas trop les mots de niveau, mais quand même dans lesquels on voit que il y a des transformations qui sont de type incrémental si on augmente l'efficience des pratiques, si on va substituer, reconcevoir les agroécosystèmes, là, on va passer dans de la transformation d'agroécosystèmes, reconnecter les agriculteurs avec des consommateurs et puis transformer le Graal, hein, transformer les systèmes alimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on sort de la parcelle, hein. L'agroécologie, c'est pas seulement à la parcelle. Et ça, c'est représenté aussi très bien dans la représentation de la FAO avec des approches qui vont se faire dans les agrosystèmes, des approches qui vont se faire aussi dans les systèmes alimentaires. Et ce qui nous intéresse, c'est que le numérique, en fait, ça peut répondre à l'ensemble de la chaîne, comme ça a été dit. Alors, c'est quoi le numérique et l'agriculture numérique? En fait, on vit 30 ans de développement des technologies numériques en agriculture, avec au départ l'agriculture de précision, hein, une trentaine d'années, qui a beaucoup été poussée par les satellites, observation de la Terre. À partir de ça, on fait un diagnostic, puis une recommandation, et puis une action, par exemple, pour mieux gérer l'apport d'azote. Dans les années 2000, à peu près 2000, on a ce qu'on appelle l'élevage de précision qui va se développer avec des robots d'alimentation, hein, les distributeurs d'aliments, de concentrés. Et puis après les robots de traite également qui arrivent à cette époque-là. Et puis milieu des années 2015, 2010, donc autour des années 2010-2015, on a ce nouveau concept d'agriculture numérique, bon, qui en fait correspond à la numérisation de l'agriculture. Et puis dernièrement, vous voyez, l'intelligence artificielle générative qui va beaucoup bousculer les choses aussi. On ne sait pas encore trop comment, mais ça va bousculer les choses. Alors l'agriculture numérique, on l'entend comme la numérisation de l'agriculture. Et une fois de plus, c'est sensu largo, hein, c'est-à-dire c'est sur la production et les chaînes de valeur. C'est très important parce qu'en fait, avec le numérique, on va produire de la donnée et qui va pouvoir être transportée dans la chaîne de valeur pour le bénéfice. En fait, on va faire en sorte que ça soit pour le bénéfice de l'agriculteur. Alors, tout ça, c'est possible grâce à quatre leviers technologiques qui se sont beaucoup développés là, dans les années 2010. La multiplication de sources de données.
IoT, c'est l'Internet des objets en français, hein, Internet of Things. Et puis les satellites, donc de nouvelles constellations de satellites qui ont été lancées et qui vont produire des images gratuites, donc des espèces de biens communs, hein, quelque part, hein. On n'a pas parlé de ça non plus. On parle du high-tech, du low-tech, et puis il y a cet aspect privé commun aussi qu'il faut mettre en débat. Ensuite, on a ben, le calcul haute performance, hein, et puis le traitement des données avec l'arrivée massive de l'IA. Tout ce qui est réseau de communication aussi, qui s'est quand même beaucoup développé. Et puis la robotisation qui a fait des gros progrès aussi ces dernières années. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture numérique, en fait, bon, d'abord, concerne tout le système alimentaire, je le répète, de la production à la consommation, et que c'est important de se dire que l'innovation, elle n'est pas, enfin, une innovation technologique seule, c'est très, très rare. En général, elle est associée à une innovation organisationnelle. Voilà. Donc, c'est pas le tout de faire une nouvelle technologie, elle va réussir s'il y a des choses qui changent dans l'organisation. Ça, c'est très important. Alors le constat quand même, c'est que la rencontre entre l'agroécologie et le numérique, c'est assez difficile. Et quand on interroge les agriculteurs et plus largement enfin les porteurs d'enjeux en agriculture sur quels sont les coûts et les bénéfices, et je vais vous donner les résultats d'une enquête qui a été faite au niveau européen dans un projet qui s'appelle Codex, qui est assez intéressant. C'est sur les co-bénéfices de la numérisation de l'agriculture, donc construire des écosystèmes qui permettent de maximiser les bénéfices. On s'aperçoit dans les coûts qu'il y a un manque de confiance dans ces technologies, que le coût de la technologie est un problème, les agriculteurs se disent que ils n'ont pas forcément les compétences et puis que les technologies, elles ne sont pas adaptées. On note des risques d'obsolescence, on note des risques d'opérationnalité. Est-ce qu'elle va marcher avec mon système d'information? Donc ça, c'est l'interopérabilité. Ou qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas opérationnelle? Exemple robot de traite. Et puis, il y a quand même des bénéfices autour du gain de temps, du fait d'avoir de nouveaux business models, en particulier en réduisant les inputs, hein, les intrants, et puis celui d'être un bon fermier qui va être moderne et avec une question aussi d'attractivité des jeunes, hein. Voilà. Et en fait, ces questions-là, nous, on se les était déjà, en fait, ce constat, on l'avait déjà fait. Donc là, ça a été fait quand même sur une vingtaine de sites sur des technologies numériques, enfin, autour de technologies numériques en Europe. Mais on avait à peu près le même constat en 2018 quand on a lancé ce programme Occitanum donc qui souhaite mobiliser les technologies numériques. On veut mobiliser les technologies numériques pour l'agroécologie dans son sens le plus large, c'est-à-dire qui inclut aussi le revenu de l'agriculteur, le bien-être de l'agriculteur. Et pour ça, on a trois leviers. Alors, c'est intéressant de voir on avait deux leviers au départ. C'était évaluer les technologies existantes pour renseigner, pour contrer ce manque de confiance, leur dire, ce robot de traite, voilà, il a été utilisé dans tel cas, voilà ce qui se passe. Je vais y revenir. Et puis pour construire des technologies adaptées, puisque on voit qu'elles ne sont pas adaptées. Et est arrivé aussi dans ce programme, et merci à la Banque des Territoires pour ces programmes à temps long qui durent 8 ans et qui permettent de se réajuster. Et on s'est aperçu que si on ratait la phase de formation, on n'aurait pas l'effet transformatif qu'on souhaite en fait dans ces programmes-là. On veut vraiment que au bout du programme, la région Occitanie, puisque c'est là que ça se déroule, enfin, les agriculteurs, ils aient appris des choses, ils étaient transformés par ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On évalue les technologies de type high-tech, hein, on va dire high-tech, donc qui sont des technologies sur étagère, donc des robots, des systèmes de gestion des intrants, des systèmes des OAD divers et variés, et on les évalue en situation d'usage en interrogeant les gens. Et on va les évaluer sur trois dimensions. Alors nous, on porte surtout sur deux dimensions qui n'ont pas été très regardées, parce qu'en fait, on croit que les technologies numériques, ça a seulement un impact sur l'économie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bon retour sur investissement? Or, la première technologie numérique qui a été utilisée, c'était l'autoguidage des tracteurs, hein. Ça commence à dater, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, et il n'y avait aucun retour sur investissement. Mais finalement, ce qui importe le plus aux gens et pourquoi ils achètent des technologies numériques, c'est surtout des bénéfices sociaux. C'est-à-dire, est-ce que ça me rend mon travail plus confortable? Voilà, enfin,
je résume, hein, voilà. Est-ce que mon travail, il est facilité par cette technologie? Donc, on va regarder, nous, et on a mis au point des méthodes, et on fait la même chose dans le projet européen, pour évaluer les coûts et bénéfices environnementaux et les coûts et bénéfices sociaux. Et je veux m'inscrire en faux, enfin, donc on commence à les appliquer. En fait, l'impact environnemental de la technologie dans la transformation des systèmes agricoles, il est très faible. C'est-à-dire que on fait ces évaluations en ce moment et c'est la première chose qui remonte, c'est que cette technologie, elle va avoir un impact très faible par rapport aux gains qu'elle peut provoquer, par exemple en permettant d'économiser des fertilisants ou des pesticides ou autres. Voilà, donc on vous en dira plus quand on en aura fait un petit peu plus, mais c'est important de le savoir. Donc on ira voir les gens du Shift Project. Le deuxième point, c'est de mobiliser ou de construire des high-low-tech, hein. Donc, alors, c'est quoi le high-low-tech? C'est des low-tech numériques. Et qui a inventé ça? C'est le MIT qui a inventé ce mot des high-low-tech, qui a donné derrière naissance au mouvement des makers, vous savez, les Fab Labs. Voilà, donc ça a 30 ans aussi. Et donc, on va les construire et ça, on s'appuie sur nos collègues de l'Institut Agro qui ont construit, enfin, ont construit un Mobilab qui est un Fab Lab mobile qui va dans les campagnes, c'est super, fait un travail super, donc qui est cofinancé par Occitanum et Pulema Numérique. Et on va les mobiliser dans ce qu'on appelle l'expérimentation à la ferme. Je vais vous en reparler. Alors, le Mobilab, c'est quoi? Ben, c'est ce petit euh, truck, voilà. Alors, souvent, je dis, on a remplacé la machine à hot dog par une imprimante 3D. Et vous voyez, il y a plein de tiroirs avec des composants. Et enfin, nos collègues, on est dans la même unité, donc ils vont dans les campagnes et ils vont expliquer le dessous des cartes, qu'est-ce qu'il y a derrière des capteurs, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière une sonde hygrométrique, par exemple. Et ils vont aussi, comme on le voit ici, vous voyez, faire monter un système high-low-tech avec un agriculteur qui a un besoin. Donc c'est intéressant de voir que l'agriculteur, c'est le monsieur habillé en beige, hein, et vous voyez, c'est pas quelqu'un qui sort d'une école, hein. Donc il n'y a pas d'âge en fait pour se mettre dans le high-low tech et pour bricoler. On sait que les agriculteurs ont une appétence en fait au bricolage, à la construction. Donc en fait, derrière bon, il y a des journées de sensibilisation où ça dure 2 heures, on montre ce qu'il y a le dessous des cartes, et puis après, derrière, il y a là, ça va durer une journée, la construction. Et puis des ateliers collectifs aussi pour construire des high-tech qui vont être repris en formation continue par nos collègues des chambres d'agriculture ou des lycées. Et il y a des tutos qui sont disponibles. Par exemple, le fait d'avoir construit avec ce monsieur, ben, ça s'est traduit par un tuto. Alors, je ne sais pas s'il a été produit encore ou pas, mais voilà. Et là, on répond à une demande et très souvent, ben, on voit aussi que les demandes, elles se répètent et d'où la réplicabilité dont on a parlé tout à l'heure, qui est importante aussi dans ce genre de choses. Alors, quelques exemples. Donc, coup de pouce, c'est un petit système qui est placé sur une pompe et qui permet de déclencher la pompe. Et ça fait gagner 1 heure à un agriculteur qui devait avant faire une demi-heure aller, une demi-heure retour pour déclencher ou pas sa pompe. La pilothèque, ça c'est la grande star. La pilothèque, c'est un système, une sonde hygrométrique qu'on va plonger dans le sol et donc qui va permettre d'optimiser l'irrigation, hein, avec un capteur d'humidité. Alors, le Waterloo, c'est pour détecter la présence de l'eau en bout de sillon dans une irrigation gravitaire et ça, bah, ça permet d'éviter les débordements, voilà, et d'être tranquille. Et puis l'autoguidage, ça aussi, c'est une grosse star qui est en train vraiment de se développer très très fortement, en particulier enfin, en région Occitanie. Hier, dans Occitanum, on a lancé ce projet et puis il sera lancé un peu plus largement. Donc, le réseau Centipede, c'est un réseau qui permet de la géolocalisation très précise et c'est très low cost par rapport à ce qu'on peut acheter. Voilà. Et donc, on est en train de déployer des séquences d'auto-formation, en fait, d'auto-construction, pardon, sur le sujet dans un projet Centipoc qui est mené par les FR Cuma. Alors, un autre monde, c'est l'expérimentation à la ferme.
En fait, je vous ai dit que souvent les agriculteurs, ils ont une appétence en fait au bricolage, à la réparation, etc. Ils ont aussi une appétence à l'innovation. Et ce qu'il faut bien comprendre enfin, en agroécologie, c'est que c'est une agronomie qui va être différente de ce que ben, moi j'ai appris à l'école, à l'agro, hein. C'est beaucoup plus complexe. Les connaissances, on va avoir besoin de créer des connaissances situées avec beaucoup plus de combinaisons. Tout à l'heure, on parlait de cultiver la biodiversité. Voilà, ça va être ça. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle en maths, en fait, de l'explosion combinatoire, hein. Voilà. Et ce qui fait dire à nos collègues agronomes qu'on doit changer nos manières d'expérimenter. Ça, c'est les chefs de département en agro qui disaient on doit changer nos manières d'expérimenter. Et donc, il faut créer de nouvelles formes d'expérimentation plus décentralisées pour créer ces innovations transformantes. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ben, les agriculteurs, ils peuvent s'associer à la recherche et s'impliquer pour ben, participer en fait à ces expérimentations et partager en fait ce qu'on trouve. Et pour ça, eh ben, on va utiliser cet outil numérique. Donc, l'expérimentation à la ferme, pour nous, le petit nom, c'est OFI parce que c'est On Farm Experimentation. Donc, voilà, on l'appelle OFI. Et en fait, bah, la difficulté, ça serait de suivre en fait l'expérimentation, hein, de se transformer en technicien qui va aller collecter des données, etc. Et donc, les technologies numériques peuvent aider. Et donc, tout ce travail autour de l'expérimentation à la ferme, ça a été lancé. C'est pas très vieux, vous voyez, ça a 3 ans. On a lancé une conférence en 2021 à Montpellier sur le sujet, qui était vraiment sur les outils numériques. En plus, comment ça pouvait permettre de changer d'échelle dans l'expérimentation à la ferme. Et ce qui est très intéressant, c'est que la deuxième édition de OFI, elle a eu lieu en Afrique. Et donc, ça intéresse aussi ben, l'Afrique. Voilà. Donc, ben, nous, on lance une thèse là, qui a démarré depuis un mois sur ce sujet pour équiper voilà, des expérimentations bon, qui seront faites par des agriculteurs. Alors peut-être qu'au départ, on va essuyer les plâtres sur nos propres dispositifs, donc en agroforesterie et puis en céréales. En grande culture, pardon, plus largement. Et pour ça, alors je réponds à la question qu'a posée, je ne sais plus si c'était Estelle tout à l'heure, est-ce que l'agrocam, c'est du low-tech? Eh bien, nous, on considère que oui. Voilà, donc vous avez ici une agrocam qui est une caméra, en fait, hein, qui va suivre tout ce qui se passe sur la parcelle. Ça va nous permettre de faire, d'une part, du phénotypage, hein, c'est-à-dire de mesurer comment les plantes se développent, mais aussi, et ça c'est intéressant, ça peut nous permettre de faire du suivi de la biodiversité. Donc, parce que sur cette caméra, il y a aussi un enregistreur de son. Donc, peut-être que derrière, ben, en traitant ce signal-là, on va avoir des informations sur la biodiversité. Et puis, si on met une caméra qui est dirigée vers les adventices et vers le sol, on va aussi avoir une information sur la biodiversité liée aux adventices. Alors, moi, je termine avec 3 messages. D'abord, le premier message, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Éléonore Schneebelin qui a INRAE à l'UMR Agir à Toulouse. C'est que bah, il y a plusieurs agricultures et donc il y aura plusieurs numériques. Et peut-être même qu'il y aura plusieurs numériques qui se succéderont dans une même agriculture. Ça aussi, on l'a entendu hier à Occitanum. Donc, nous, en tant que chercheurs, on veut, enfin, dans Digitag, on a adopté cette recherche, cette posture de recherche et d'innovation responsable qui a des cadres hein, méthodologiques, en fait, bien, dans lequel on retrouve l'inclusion des acteurs et puis l'anticipation des risques. Le deuxième message, c'est que le high-low tech, en fait, il va permettre de répondre à des petits verrous concrets. Hein, tout ce que je vous ai montré, c'était des verrous, je dirais, de l'itinéraire technique. D'accord? On est dans l'itinéraire technique et tout en respectant la durabilité, donc le social, l'économique et l'environnemental. On est bien, on rejoint bien l'excellente infographie là, qui a été partagée tout à l'heure. Ah mince. Mais il y a des points de vigilance. Tout n'est pas rose. On a des expériences dans Occitanum sur lesquelles nos collègues, par exemple dans les chambres et tout, nous ont remonté que la qualité des composants, bah, quelquefois, fait que ça fonctionne pas. Et donc, derrière, il y a des risques de frustration.
ça repose sur une communauté. Par exemple, Centipede, c'est une communauté, donc il faut que cette communauté, elle soit vivante. C'est chouette la communauté, hein, comme le disait Roland, mais encore faut-il que voilà, elle soit vivante. Et donc ça c'est important, hein. Il n'y a pas de SAV sur ce genre de choses. Voilà. Et le troisième point, c'est que pour aller plus loin en agroécologie, il faut se poser la question du numérique pour faciliter le changement de pratique. Et là, j'ai bien apprécié ce qu'a dit aussi Manon Plouchard sur les jumeaux numériques. On pense que c'est important, je vais y revenir. Donc, ben, nous, la première étape, c'est expérimentation à la ferme, donc équipée numérique pour créer des connaissances partageables, des connaissances qui soient d'abord solides, qui soient pertinentes, enfin validées et partageables. Voilà, ça c'est important. L'éthique, en fait, pour les échanges de savoir, ça se voit beaucoup en Afrique et chez nous aussi. Il faut vraiment s'en saisir, hein, pour échanger les savoirs, voire pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie des connaissances. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et le dernier point, donc, j'ai commencé par ça. Ça fait référence à ce que disait Manon Plouchard. C'est ces simulateurs. Alors, jumeaux numériques ou pas jumeaux numériques, hein, bon, c'est des simulateurs qui permettent en fait aux agriculteurs d'intégrer tous les changements, en fait, de simuler les changements, d'intégrer le changement climatique et pour développer aussi, donc pour se projeter, pour faire de la stratégie, qu'est-ce que je dois implanter, comment je dois travailler pour intégrer ça et aussi pour développer des approches collectives. Et nous, par exemple, on a développé des jeux sérieux alors qu'on n'a pas numérisé parce que les gens, ils sont très contents avec la boîte de jeux qu'on a créée pour gérer collectivement l'érosion. Donc, et c'est utilisé aujourd'hui dans la Chambre d'agriculture du Gers, par exemple, pour ce sujet-là. Voilà, j'en ai fini et je remercie, merci à vous pour votre attention et puis mes collègues du Mobilab et quelques infos sur ce territoire d'innovation. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, donc c'est un petit bout de discussion, hein, sur quand même un sujet assez complexe, mais on est rentré il y a plusieurs entrées. Dans le chat, beaucoup de questions aussi pour mieux comprendre le système de Roland, et c'est tout à fait important. Et voilà, mais on va demander à Théo Martin d'initier le débat, la discussion au regard du sujet, donc sur low-tech, high-tech. Mais ça n'empêchera pas qu'en effet, hein, dans le débat, on reviendra sur des points plus sur le système de Roland, sur d'autres financements de la Banque des Territoires. Évidemment, c'est très Ouais. ouvert, mais on commence par justement. Tu viens d'arriver? Ouais. Galère? Ouais, encore j'ai eu de la chance. Quelqu'un a ouvert son C'est micro. bon, j'ai coupé. Ouais, super. Voilà, merci Pauline. Donc Théo, merci. Merci de te présenter également. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Donc, Théo Martin, je suis postdoctorant à l'UMR Innovation à l'INRAE. J'ai fait ma thèse sur les robots de traite et ce que ces machines produisent sur le travail, pas seulement des éleveurs, mais plus généralement ce que j'ai analysé comme la division du travail, c'est-à-dire là aussi les relations de production entre les exploitations et entre l'agriculture et l'industrie. Et puis je continue en postdoctorat mes travaux sur la robotique, notamment en explorant comment la robotique peut être une réponse à la crise du marché du travail en Angleterre, du fait de la grande dépendance à des travailleurs migrants de l'agriculture britannique. Donc voilà pour me présenter un petit préalable. Moi, je connais euh, vraiment pas du tout ce dont il est question aujourd'hui. Je travaille pas du tout sur les céréales ou sur la transformation. Donc j'ai un regard vraiment très extérieur et je vais essayer de réagir par rapport à ce que je connais plus, c'est-à-dire la production agricole et en particulier en élevage et les robots, euh, qui sont des objets un peu plus précis et que le numérique d'une manière très large. Donc en tout cas, en écoutant les trois présentations, ce que je vois, c'est que tout le monde n'a pas l'air d'accord sur ce que c'est qu'une low-tech et la question a l'air de revenir aussi dans le chat de savoir si telle ou telle technologie est low-tech ou pas. Et il y a une espèce de paradoxe puisque personne n'a l'air vraiment tout à fait d'accord, même si on va voilà, nous envoyer des définitions pour mettre ça dans des cases. Et en même temps, on sent bien que la frontière entre les deux est pas vraiment évidente et pas tout à fait partagée par tout le monde. Il me semble que ce que ça traduit, c'est que c'est avant tout une question très politique sur quelle est la place de la technologie dans nos sociétés.
Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord. Et moi, ce qui peut-être la question que j'aurais envie de poser aux trois intervenants, c'est est-ce que derrière le low-tech, au-delà des définitions, savoir si on est dans la bonne case ou pas, il n'y a pas une certaine conception de deux choses. D'abord, de l'autonomie, notamment vis-à-vis du secteur industriel, ce qui me semble être un point très important des questions politiques soulevées par ces technologies-là. Mais aussi, le deuxième point, une certaine conception de l'innovation, c'est-à-dire derrière le low-tech, est-ce qu'il n'y aurait pas le refus d'un modèle diffusionniste qui a été celui porteur de la modernisation agricole dans la seconde moitié du XXe, où on a une division du travail entre ceux qui conçoivent les outils, les machines, et ceux qui les utilisent. Est-ce que derrière le low-tech, il n'y a pas avant tout une remise en question de cette séparation et une volonté de réappropriation des outils? Parce que je pense que, et c'est peut-être là aussi où j'aimerais peut-être plus vous entendre, c'est que derrière les technologies, il y a des relations sociales de production, il y a des dépendances, il y a des choix de dépendance. L'autonomie, c'est choisir ses dépendances vis-à-vis de la réparation, vis-à-vis d'un outil, vis-à-vis d'un banquier quand on s'endette, vis-à-vis de certaines formes d'organisation du travail, etc., etc. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui est un peu, qui est un peu en jeu? Et puis aussi, une autre question que je peux poser à tous les trois, c'est Véronique, tu disais une innovation technologique est toujours associée à une innovation organisationnelle. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce que Manon Plouchard vous nous présentiez. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est pas du tout spécifique du numérique, de la robotique et de la génétique, hein, quand on a faut à remplacer la fossile dans les systèmes céréaliers d'Europe de l'Ouest au 19e, ça a participé d'une transformation de l'organisation sociale de la production, une masculinisation des tâches, qui a en général été un préalable à la mécanisation du travail. Et puis, globalement, ce qu'on observe sur le développement du machinisme au cours de la seconde moitié du XXe, bah, c'est de manière consubstantielle moins d'agriculteurs et une plus forte intégration de l'agriculture au secteur industriel avec ce que ça engendre sur le partage de la valeur ajoutée et les relations de dépendance. Donc, est-ce que la principale forme d'organisation qui accompagne les technologies, ce n'est pas une organisation qui rend l'agriculture plus intégrée? Alors, pour le meilleur, pour le pire, ça, c'est une question très politique, que chacun a une réponse différente, je suppose, mais de l'agriculture envers le secteur industriel et le secteur des services. Voilà, et dernier point très précis, euh, pour voilà, vous titiller un peu quand même, si il y a plusieurs agricultures et donc plusieurs numériques, a priori, il n'y a pas une cohabitation pacifique entre les formes d'agriculture, donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas non plus une cohabitation, une coexistence des différentes technologies associées à ces formes d'agriculture. Et comment penser les rapports de force qui existent et qui font que certaines technologies, bah, on les finance, on arrive à les imposer par des mécanismes de verrouillage sociotechnique, et puis d'autres, bah, on les finance pas, ou en fait elles restent en marge parce que on fait en sorte qu'elles ne se développent pas. Donc voilà, comment penser les rapports de force dans le déploiement de ces technologies. Ensuite, j'ai des questions plus spécifiques. Je sais pas, peut-être c'est déjà pas mal. Je réagirai plus tard sur des questions plus spécifiques pour chaque personne, non, Luna? Oui, oui, merci en tout cas. Ça pose bien enfin, un certain nombre de points transversaux. On reviendra évidemment, hein. Et puis, bien sûr, il y a des échanges dans le chat. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de ressources aussi qui sont partagées sur le chat. Je vous rappelle, hein, donc, on a vu cette première table ronde où notamment on a vu des témoignages d'ateliers paysans, de l'Actia et puis d'un autre collègue chercheur qui travaillait à l'époque sur les fermes verticales. Voilà, donc tout ça est un certain nombre de ressources qu'on essaie justement de partager et de discuter au sein du RMT en lien avec les projets partenaires. Je vous laisse peut-être réagir. Roland, peut-être au sens où c'est toi, en tout cas dans ce webinaire qui justement illustre ce qui se passe dans les filières céréales locales, qui était quand même un exemple d'hyper-industrialisation. Et
tu as une autre façon justement, mais sans forcément renoncer à la question de l'industrie. Mais là aussi, peut-être que c'est pas forcément, il y a peut-être plusieurs types d'industries qui se jouent aussi dans ce qu'on peut construire. Oui. Précise-moi mieux la question à laquelle il faut que je réponde. Eh ben, celle que tu veux. Donc, il y avait des questions sur l'autonomie. L'autonomie, choisir ses dépendances. Donc, justement, quelles sont tes dépendances? Est-ce que tu es dépendant dans la façon dont tu construis, y compris ton infrastructure technologique? Est-ce qu'il y a des dépendances que tu refuses ou que tu admets? Oui, dépendance bancaire. Par exemple, nous avons fait le choix à partir de 2000, peut-être de vivre très modestement, mais en tout cas de ne pas concourir à l'emprunt, ni au niveau de la personne morale, les maîtres de Montmoulin, ni au niveau personnel. On vit sans emprunt. Donc c'est ce que j'appelle des économies autoporteuses, c'est-à-dire qu'on ne réinvestit que ce qu'on a gagné. Voilà. Par contre, on réinvestit ce qu'on a gagné. on, voilà. Donc ça c'est et puis j'ai bien aimé oui la notion de que l'autonomie c'est choisir ses dépendances. Donc aujourd'hui c'est clair que l'on a monté un réseau que l'on a mis en place autour d'une charte. Voilà, j'avais bossé il y a déjà plus de 20 ans enfin, sur les travaux de Virginie Maris du CNRS sur le concept d'écocentrisme. Donc j'ai pas mal bossé aussi, pas mal étudié le concept de biocentrisme avec Kalina Raskin là, de la société Siejos là. Mais je suis très très ancré, très fixé sur ce que on appelle l'écocentrisme que moi j'ai vu avec une notion que il y a des lois que l'on peut édicter, que l'on peut mettre même à un niveau supérieur au droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas y déroger. Et donc, bien sûr, sans un ostracisme total, mais on est obligé, par exemple, je ne sais pas comment on peut moissonner aujourd'hui autrement qu'avec du pétrole et des moissonneuses, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc là-dessus, est-ce qu'une moissonneuse c'est low-tech ou pas? Alors, je ne sais pas si elle est low-tech parce qu'on va chercher une moissonneuse qui a 30 ans ou 40 ans, ou si au contraire on a une moissonneuse plus moderne qui consomme beaucoup moins, etc. Bon, il y a tout ça, c'est très matriciel tout ça et c'est très très complexe en fait, et surtout dans la grande culture. Donc oui, donc aujourd'hui on a élaboré une charte complète, c'est-à-dire qu'on a baptisé 100% nature avec le mot nature écrit avec un N majuscule comme on écrit les trois devises de la République, liberté, égalité, fraternité avec des majuscules pour une question de respect absolu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, on a élaboré ce que c'est qu'une semence 100% nature, un sol 100% nature, des techniques culturelles 100% nature, des techniques de récolte, de tri, de conditionnement, de stockage, de panification, de mouture, bien sûr, de panification, etc. Et puis, donc, c'est la diffusabilité aujourd'hui de ce concept 100% nature qui moi, fait mon quotidien, dirais-je. Quoi, voilà. Et donc, bien sûr, ça développe finalement une dépendance à une communauté. Un réseau, aujourd'hui, tout s'effondrerait si la communauté, d'un coup et d'un seul, disait, ben non, nous, on marche plus là-dedans, on arrête tout. Donc, aujourd'hui, on a formé plus d'une centaine de boulangers, restaurateurs, etc. Enfin, des gens qui utilisent des transformateurs, des pâtissiers qui utilisent ces farines dites 100% nature. Et on a plus d'une cinquantaine d'établissements qui sont partout sur le territoire, même en Belgique, en Suisse, etc., qui vont diffuser et travailler sur ce principe de ce cahier des charges 100% nature. Voilà. Et donc, bien sûr que ça montre une autonomie d'une communauté qui est composée de gens qui font la semence, l'agriculture. L'agriculture, elle est toujours localisée au plus près du pôle de transformation. Et pour ça, ben, il y a une station agronomique tampon qui va faire la partie récupération des premières années d'observation et de sélection de nos semences pour en faire l'acclimatation, la multiplication et puis la mise après en culture avec des paysans locaux. Et voilà, donc il y a plein de choses à dire. Et donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais oui, je suis tout à fait d'accord que l'autonomie unipersonnelle, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Voilà. D'ailleurs, je parlais de Jean-Marie Pell tout à l'heure et dit que les fameuses
unités de résilience, les pôles de résilience ne pourront pas se faire avec des communautés qui seraient, il avance le chiffre, le nombre, de 150 personnes. Moi, je ne crois pas trop aux gens qui se mettent reclus au fin fond des montagnes pour développer une autonomie strictement personnelle. Je, il y a quelque chose là-dedans qui me dérange, même ne serait-ce qu'au regard de la pyramide sociale et du contrat social et de la difficulté qui est aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes et qui, à mon avis, ne va pas se résoudre par un coup de baguette magique parce que on en parle peu, mais l'ONU dit qu'on va vers une, qu'on attend environ 500 millions de migrants climatique dans les 20 ans qui arrivent. Donc, autrement dit, ce qui est le social aujourd'hui en France, le social représente une part du PIB qui est quand même assez colossale, quoi. Hein. On dit que c'est 850 milliards aujourd'hui le social en France et que ça représente 32% du PIB. Et donc, c'est pour ça que je crois aussi à la notion d'entreprise parce que ben, il faut faire cracher le mérinos parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution et que maintenant, si on veut préserver notre caractéristique humaniste, d'être vraiment des humains, eh ben, il faut qu'on participe à cette chaîne-là économique et de payer les cotisations sociales, les impôts, les contributions publiques, tout ça et tout, pour que la chose fonctionne, parce que je ne crois pas qu'on va vers un allègement de tout ça. Hein, vous entendez parler, nous entendons parler tous les jours de cette dette absolument effroyable et pour moi les vrais problèmes ne sont pas abordés, mais c'est surtout que il faut se mettre en position si on veut faire du vertueux et que le vertueux puisse démontrer qu'il peut prendre la place et qu'il peut petit à petit grignoter des parts de marché, parce que c'est ça la vraie question, c'est grignoter des parts de marché à l'industrie mortifère. Alors, n'y allons pas par quatre chemins pour dire les choses. Et je crois que le vrai enjeu, il est là, et que cet enjeu-là, nous ne pourrons l'atteindre qu'avec justement une forme de coercition. Peut-être là sommes-nous en train de justement mettre en œuvre des actes, des réflexions, des principes qui peuvent guider demain des décisions, des choix, des actes, et qui ont une forme de coercition, qui est un mot positif pour moi de la langue française, parce qu'il est incontournable aujourd'hui. Voilà. La coercition, c'est entrer en mêlée. Si on n'entre pas en mêlée, moi j'aime bien la culture rubistique, si on ne sait pas rentrer en mêlée, on ne va rien résoudre. Et comme disent en plus les rugbymen, c'est dans la mêlée que se forgent les plus belles amitiés, quoi. Voilà. Donc, formons, comme disait Platon, le groupe d'amis qui vont œuvrer pour une cité plus parfaite, disait-il. Eh bien, je crois que la question, elle est vraiment là, le sujet est vraiment là, et qu'on a vraiment du boulot. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup, et je vous remercie, participer à ce genre de rencontres, parce que justement, je pense que nous fomentons là les éléments, les énergies, et les pensées, et les algorithmes, s'il faut, de demain pour faire évoluer les choses, quoi, voilà, et dans le bon sens. Et corriger, bah, Merci. Merci Roland, on voit que en effet quand on tire le fil, c'est l'autonomie, mais comme l'a dit Théo, c'est aussi une question politique ou en tout cas ah une oui, bien sûr, vision du monde. tout à fait. Euh, et Véronique, on va revenir très concrètement à cette question d'autonomie. En fait, vos machines, est-ce qu'elles ne sont pas fabriquées avec des matériaux de Chine, Bah si, des comme matériaux beaucoup de rares, choses. voilà, sur lesquels on n'a Voilà. aucun contrôle, aucune maîtrise et qui nous rendent finalement très peu résilients. Donc, Alors, la résilience, bon, alors, c'est vrai, moi aussi, j'ai bien apprécié, Théo, ta phrase. Tu me diras si c'est toi qui l'as inventé ou d'autres. Sur l'autonomie, c'est le choix de ses dépendances. Alors, oui, aujourd'hui, tels que ces systèmes sont conçus, effectivement, on va avoir besoin de composants électroniques qui viennent majoritairement de Chine. Bon. La résilience, elle se construit aussi par le fait de dire que c'est pas un seul fournisseur qui va être capable de fournir tel type de composants. Après, il y a un autre thème qu'on n'a pas abordé, c'est les wild tech. Donc les wild tech, c'est la cannibalisation et la reconstruction en fait à partir de technologies qui vont être des déchets hein, technologiques. Et donc c'est la voilà. Alors c'est pas ça qu'on fait, hein, voilà.
Mais c'est aussi une autre voie qui pourrait être étudiée, comment on va cannibaliser. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à ça. Alors, je veux revenir sur le fait, et puis Théo, il a dit aussi, est-ce qu'on n'aura pas des rapports de force de la même manière que l'on a aujourd'hui entre deux types d'agriculture qui sont un peu réconciliables, voire irréconciliables, et est-ce qu'on n'aura pas la même chose au niveau de ces choix technologiques? Et donc hier, on était en Assemblée générale Occitano, mais il y a des choses intéressantes qui ont été dites là-dessus. C'était que la low-tech, peut-être que pour certains agriculteurs, ça sera un premier pas vers autre chose parce que c'est en demandant aux agriculteurs de construire leur propre technologie numérique, hein, on va aussi leur demander quelque part d'acquérir des compétences nouvelles. Et les agriculteurs, ils sont multicompétents, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc, il y en aura peut-être certains qui feront ça pendant un temps, et puis après, qui auront eu suffisamment confiance dans l'apport de cette technologie. Par exemple, bah, une sonde, je reviens sur la sonde d'humidité, pour une fois ils auront bien utilisé ces sondes low-tech, se dire bah, peut-être les prochaines, je vais acheter des sondes high-tech parce que j'ai confiance dans cette technologie, ça m'apporte suffisamment pour que j'investisse. Et quitte à se mettre une situation un petit peu plus de dépendance par rapport aux fournisseurs. Et là, le point vraiment qui est important, c'est la question de la maintenance. En fait, enfin, je pense que sur Théo, sur ce que tu as vu sur les robots, alors les robots traitent, c'est le point culminant de cette question de maintenance parce qu'effectivement, quand le robot tombe en panne, c'est quoi le plan B? Bon, quand une sonde d'humidité tombe en panne, c'est peut-être un petit peu moins grave quand même, quoi. Voilà. Donc, la réparabilité, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il me semble que nos collègues à INRAE, là, qui sont dans l'association Robagri, donc qui est une association de chercheurs et de constructeurs de robots, il me semble qu'ils s'intéressent aussi à cette question de comment rendre les robots plus réparables, plus facilement réparables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que dès qu'on va avoir de l'électronique, ben on va être dépendant des filières qui les produisent, quoi. Après, à nouveau, ben, c'est vrai pour beaucoup de choses dans notre monde actuel. Voilà. Mm. Merci Véronique. Avant peut-être de passer, enfin de revenir un peu sur les questions, les contributions des participants et notamment Emilien Bourdigal, sans vous mettre en difficulté, hein, mais je vois que vous fournissez beaucoup de choses. C'est cette définition de système alimentaire low-tech, donc si vous avez envie de prendre la parole et puis aussi de pouvoir témoigner. Mais on a aussi la Grange des Roues qui est là. Enfin voilà, donc tout est ouvert évidemment, mais je voulais juste quand même que Manon Plouchard revienne un peu là-dessus. Théo a aussi dit que l'innovation, enfin derrière le low-tech, c'est aussi le refus, le dépassement d'un modèle diffusionniste de l'innovation avec ceux qui conçoivent et ceux qui appliquent. Voilà, comment justement ça peut être aussi partagé par la Banque des Territoires. Alors peut-être au-delà de ce programme des démonstrateurs, mais est-ce que les démonstrateurs, le programme des démonstrateurs qui vient du bas, enfin en tout cas est marginal ou pas? Est-ce que comment ça se passe du point de vue des institutions et du financement des transitions par l'État? Est-ce qu'on en a fini avec ce modèle diffusionniste de l'innovation ou pas du tout? Merci Yona. Euh, alors, ce que je peux vous dire par rapport à, enfin, ouais, effectivement, côté démonstrateur, côté Banque des Territoires, c'est que le programme est volontairement suffisamment ouvert pour voir ce qui va émerger sur les territoires et donc pour faire remonter des territoires le type d'innovation attendue. Nous, on est plus dans une posture de recul et d'observation, puisque il y a d'autres programmes France 2030 qui sont effectivement très dirigés, très restreints. Là, le programme est quand même suffisamment ouvert pour intégrer la plus grande représentativité de projets de territoires différents. On en est encore au début du programme, donc c'est difficile de voir vraiment ce dont les territoires
enfin ce qui va rester sur les territoires à la fin des différents projets. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un volet réplicabilité de l'innovation qui est intégré dans le programme de démonstrateur. Donc ça veut dire que on encourage vraiment les porteurs de projets à réfléchir dès le départ à tout ce que les autres intervenants ont précisé sur comment est-ce que d'un point de vue technique, économique, du point de vue aussi de la spécificité de mon territoire, comment est-ce que je m'assure qu'il y a d'autres territoires qui pourront ensuite réutiliser l'innovation qui a été déployée, comment est-ce que je m'assure qu'ils pourront en bénéficier pour que ça ne serve pas uniquement à mon territoire, étant donné que c'est un certain montant d'argent public effectivement qui est investi sur ces projets de démonstrateurs. L'idée, c'est que ça puisse bénéficier à un plus grand nombre de territoires. Sur le programme des démonstrateurs dans un cadre plus large, là, les démonstrateurs, c'est déjà la continuité du programme du territoire d'innovation grande ambition. Enfin, l'idée, c'était vraiment de le construire sur un modèle un peu similaire, mais spécifiquement agriculture et alimentation, avec des montants conséquents. Là, on a un programme de 140 millions avec jusqu'à 10 millions d'euros qui est versé en subvention par projet. Donc, ce sont des montants importants. C'est un choix politique fort qui est fait de permettre à ces innovations, y compris low-tech, d'émerger sur les territoires. Sur la suite qui sera donnée à ce programme, à date, on n'a aucune information si effectivement ce sera enfin, on n'a pas d'informations, en tout cas dans le sens d'une rallonge de financement sur ce programme-là, et on n'a pas non plus d'informations sur un éventuel autre programme qui pourrait émerger. Ok, merci. Enfin, n'hésitez pas, hein, parmi les participants, on est encore assez nombreux et on est vraiment content que vous soyez là. Il y a plein de choses qui s'échangent, donc n'hésitez pas à demander la parole aussi pour présenter une initiative, un témoignage, ou faire un commentaire, une critique. Euh, je voudrais revenir sur juste un point parce qu'on fait le lien avec notre journée technique de la semaine dernière où il y avait beaucoup d'agriculteurs, mais aussi des boulangers, des citoyens, des chercheurs également. Donc, on a parlé justement et ça a été mis en avant, je crois par Théo, mais sur cette question de la technologie viendrait finalement aussi aider par rapport à des travaux pénibles, un travail pénible, que ce soit en agriculture ou dans la transformation ou d'autres tâches du système alimentaire. Est-ce qu'il y a et donc d'où les exosquelettes, du numérique, enfin des choses comme ça, et on avait à juste titre, hein, aussi des commentaires d'ateliers paysans, mais en fait le problème c'est la technologie finalement vient euh, améliorer, mais pas transformer au sens où il faudrait que le travail devienne moins pénible, sans doute en installant davantage d'agriculteurs, sans doute en partageant davantage les outils de transformation. Donc, je voudrais juste un tout petit point, Véronique, sur ce point-là, au sens où est-ce qu'on n'est pas là sur un technosolutionnisme encore? Et finalement, enfin, tu mets en avant la transformation. Euh, enfin, est-ce qu'il y a des moments où justement vous dites non, la solution, elle n'est pas technologique, et on va aussi penser autrement, en étant plus nombreux, voilà. Donc, comment on gère aussi cette transformation? Voilà. Ça nous intéresse, y compris d'avoir un positionnement, de voir comment, parmi les chercheurs, il peut y avoir aussi cette intégration-là de comment on transforme, comment on se pose des questions sur Mm. la transformation. Alors, en fait, on est, comment dire, on est souvent pris enfin, dans cette sphère, parce que tu dis en étant plus nombreux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore faut-il trouver les gens qui ont envie d'aller quoi, vers certaines agricultures, tu vois. C'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, être plus nombreux pour désherber, par exemple, c'est peut-être compliqué. Tu vois, ça va dépendre de la tâche, de la valeur ajoutée de la personne. Par exemple, je reviens à la robotique. Moi, je trouve que les robots désherbeurs, c'est très très bien parce que et d'ailleurs, les robots, par exemple, qui sont fabriqués par Naïo, la plupart sont achetés par des agriculteurs qui sont installés en bio. Hein, donc, et pourquoi? Parce que en bio,
le désherbage, c'est une grosse partie en fait de consommation de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément la part où l'agriculteur a le plus de valeur ajoutée. Donc moi, je trouve que par exemple, les robots cueilleurs, j'ai beaucoup travaillé sur la maturité des fruits, hein. En fait, au départ, je suis arrivée pour travailler, pour essayer de voir si on pouvait mesurer la maturité des fruits avec des capteurs. C'était la grande époque de la robotisation de la cueillette des fruits. Et ça, je trouve que c'est dommage sur les fruits. Mais il faut quand même équiper les gens pour que ça soit moins pénible, pour que ils aient pas forcément, enfin, les bras, enfin, donc les exosquelettes, je trouve que c'est des choses aussi beaucoup à travailler, parce que les exosquelettes, ça peut diminuer des TMS. Par exemple, donc je crois qu'aujourd'hui, chez les apiculteurs, il y en a beaucoup qui arrêtent plus tôt que prévu parce qu'ils n'arrivent plus à manipuler des ruches qui vont faire 30-40 kilos lorsqu'elles elles seront pleines de miel. Voilà, donc il y a cet aspect-là, c'est-à-dire j'ai envie de faire mon métier jusqu'au bout et peut-être que je suis apiculteur et on pourrait pas être deux. On pourrait pas être deux pour manipuler la ruche. Voilà. Donc, s'inscrire. En fait, on a des ergonomes là. On a fait dans le programme Territoire d'innovation, on a deux ergonomes hein, qui sont rentrés, plus une personne des sciences de gestion, des gens des sciences du design aussi pour voilà, comprendre tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment important de voir comment ces technologies, elles s'inscrivent dans le travail et comment elles vont le modifier ou pas. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin des technologies? Je crois que une fois ou deux, le jeu sérieux qu'on a créé, voilà, on pensait que c'était super si on arrivait à le numériser. Ben non, finalement, c'est arrêté avant. Et en agriculture, j'ai pas d'exemple à te citer comme ça facilement. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas la technologie qui va résoudre. Enfin, elle va venir, et je sais plus qui le disait. Elle va venir. Je crois que c'est Manon qui le disait pour aider en fait. C'est pas une fin en soi. Elle va venir pour assister quelque chose pour aider, voilà, soit diminuer la pénibilité. Sur les robots de traite, enfin, Théo, il est mieux placé que moi pour en parler, mais moi j'ai vu des femmes qui me disaient si j'avais pas eu le robot de traite, je ne reprenais pas la ferme laitière de mon père parce que c'était pas possible de m'organiser. Donc oui, peut-être que s'il y avait eu une main-d'œuvre familiale présente, elle aurait pu reprendre la ferme de son père, mais dans son organisation, en fait, elle n'y arrivait pas. Donc, et après, quand même, sur des aspects d'observation, nous, à INRAE, on travaille aussi pour essayer de, par exemple, de détecter des risques de maladie, de détecter les risques avant même qu'un observateur humain puisse le faire. Donc là, il faudra passer par des technologies, enfin, numériques par exemple. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va essayer oui, plus précoce en fait que la détection humaine, ou de toute façon, on arrivera à couvrir des surfaces plus grandes. Enfin, on va pouvoir faire de l'observation 24-24, enfin pas 24-24 si c'est avec le soleil, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est des points sur lesquels je pense qu'il faut que point par point, on regarde les domaines dans lesquels la technologie, elle fait différemment et plus et plus tôt, où on regarde dans des longueurs d'onde qui sont pas de l'ordre du visible. Donc, on va détecter des choses que l'œil humain ne peut pas détecter, par exemple. Merci pour ce. Je vais tout de suite, je vais donner la parole à Thomas, Thomas Borel, mais avant, je fais un petit coup de pub pour un des projets donc affiliés au RMT, le projet TRAC. Anne-Cécile nous mettra le lien dans le chat. Donc un projet sur le travail en circuit court et qui a notamment justement accompagné ou regardé un certain nombre de fermes en posant, en problématisant finalement le travail dans les fermes et en pensant aussi finalement des aménagements ergonomiques avant d'être des aménagements technologiques. La technologie venant simplement quand la phase, quand finalement il n'y a pas aussi, enfin, en questionnant d'abord hein, l'organisation du travail. Donc, beaucoup de ressources dans ce projet TRAC coordonné par l'IDEL et que vous trouverez sur le site du RMT. Thomas Borel.
Je vous remercie. Peut-être de vous présenter en deux petits mots, comme ça permet justement de... Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci de me donner la parole. Thomas Borel, directeur adjoint de l'atelier paysan. C'est pas moi qui intervenais dans le webinaire précédent, c'était ma collègue qui suit le projet là sur notre antenne à Féline. Moi, je suis basé au niveau du siège en Isère. Et oui, je souhaitais réagir un petit peu au débat. J'avais levé la main juste avant que vous évoquiez le technosolutionnisme, Yuna, mais c'était notamment un des aspects sur Pardon. lesquels je voulais revenir. Mais j'avais déjà une petite remarque sur tout à l'heure ce qui a été dit et sur la notion de dépendance en fait et qui va m'amener à cette question du solutionnisme technologique parce que effectivement les dépendances c'est le choix choisir nos dépendances pour l'autonomie. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Théo Martin là-dessus et je vois que la formule a séduit tout le monde. Ceci dit, nous, dans l'approche qu'on peut avoir au niveau de l'atelier paysan, dans les technologies, on parle même pas de low-tech à notre niveau en réalité. C'est pas un étendard qu'on brandit. Nous, on parle de technologie appropriée. Et le terme, on l'a utilisé avant même finalement de voir le lien avec Small is Beautiful de Schumpeter sur les technologies appropriées. Mais approprié au sens avec une appropriation, enfin c'est approprié au modèle agronomique et il y a une appropriation par les paysans et paysannes et qui savent finalement les entretenir, les réparer, les faire évoluer. Et donc la notion de dépendance, elle se situe aussi à ce niveau-là. Elle a des implications en termes de coûts. Mais elle a des implications aussi en termes du rapport aux besoins. Et je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu là dans la discussion et dont on peut avoir besoin, enfin, qui peut peut-être nourrir les réflexions. C'est un moment de se dire, si demain je n'ai plus accès à ça, est-ce que je peux encore produire? Comment demain je vais maintenir mon système de production si d'un coup tel outil n'est plus disponible? Si je ne suis ou alors est-ce que je suis en capacité de le réparer? Est-ce que je suis en capacité de l'adapter, de le bidouiller, la bidouille paysanne, qui est un terme qui peut paraître un petit peu caricatural, mais en réalité qui a un sens, c'est la capacité à maintenir son système de production quand on a quand on fait face à un problème technique, économique, et donc qui permet une forme de résilience de son système de production. Et dans les débats sur le fait d'apporter du high-tech, de mélanger, de faire du high-low-tech, qui est un terme qui m'interpelle beaucoup, évidemment, c'est quelque chose qui pour nous, questionne. Et j'arrive à la question du solutionnisme technologique, c'est aussi dans cette notion de besoin, c'est que quand on fait face à un problème d'ordre ergonomique, d'ordre donc le poids des ruches, le problème de la traite d'un troupeau avec l'astreinte évidemment que représente la traite 2 fois par jour quand on a un nombre important de vaches, etc. Il y a toujours cette tentation d'aller vers une solution technologique qui va alléger la pénibilité, nous dit-on. Parce que ça peut se questionner par des transferts de pénibilité, de stress, la thèse de Théo Martin, d'ailleurs, évoque ces aspects-là. Mais en fait, où on n'interroge pas les caractéristiques économiques, sociales de la filière qui mènent à avoir ce problème-là. Et en fait, qui arrive à éluder une question qui est pourtant centrale en agriculture, qui est la question du revenu de l'activité paysanne. La question de comment dégager un revenu décent. Et par l'espèce de fuite en avant, de chercher toujours une solution technique et notamment technologique qui peut être particulièrement coûteuse pour les paysans et paysannes, non seulement on élude cette question, ce qui est quand même dommage au plan intellectuel, et en plus on peut aggraver le problème par des effets d'endettement et de dépendance économique qui sont éminemment dommageables. Et donc on ne s'interroge pas sur comment finalement les filières économiques, les filières agricoles, pardon, en sont arrivées à ce point, les structures de production en sont arrivées à ce point qu'il n'est plus possible humainement de supporter la charge de travail que représente l'acte de production sans avoir une espèce de béquille technologique que va être un exosquelette, un robot de traite, quelque chose, et où on se retrouve complètement lié à ça. Et que des acteurs individuellement puissent se tourner vers ça en quête d'une solution, c'est complètement compréhensible. Que des politiques publiques et que des travaux de recherche aillent dans ce sens-là, c'est quelque chose pour le coup que nous contestons fortement. Et je termine sur un aspect, parce que je voudrais pas être trop long, mais euh,
C'est la notion finalement aussi de cohabitation et qui transparaît un petit peu là dans les discussions de ce matin et dans les financements par exemple de la Banque des territoires, hein, mais c'est parce qu'il y a eu l'intervention, mais en réalité c'est pas du tout le seul acteur à faire ça. C'est des financements pour du high-tech, plutôt des financements massifs en général, hein, le triptyque robotique, numérique, génétique, et puis quelques financements plutôt des miettes en général pour les petites alternatives sympathiques comme l'atelier paysan. On retrouve ça au niveau du CASDA, on retrouve ça sur plein de financements publics et dans la recherche, on le voit très très bien. Et l'idée qui est derrière, c'est finalement que tout ça pourrait cohabiter. Or, nous disons, nous, et nous l'assumons, que cette cohabitation ne nous paraît pas souhaitable parce que il y a un mode de production qui continue à dévaster à la fois l'environnement avec des impacts extractifs en amont pour fabriquer ces technologies. Parce que Véronique, tout à l'heure, vous avez dit, oh, on a fait le bilan et finalement, sur les aspects négatifs, il n'y a pas grand-chose. Vous nous avez fait un petit teasing là, d'études à venir, en fait, d'analyse de cycle de vie qui élude complètement la partie amont et l'extractivisme Non, que non, ça non. représente et, le devenir des déchets. Non, 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 c'est compris dans la CV. C'est marrant parce que les travaux pour l'instant qu'on voit paraître n'évoquent pas à chaque fois, c'est pas finalement on sait pas trop, donc ça on va le sortir de l'hypothèse. Mais au plaisir d'en rediscuter ensemble. Oui. Mais en tout cas, on a un modèle de production agricole qui continue à côté avec un peu d'écologisation des pratiques, avec une sorte de fuite en avant au niveau des coûts d'investissement que ça représente et des dépendances économiques que ça crée et avec un impact social qui est la désertification des campagnes et une incapacité in fine à dégager un revenu décent de l'activité agricole qui fait que on voit cette colère agricole là revenir dans l'actualité et déborder complètement les cadres du syndicalisme majoritaire. Donc on a besoin, je pense, de se questionner sur le fait que des technologies qu'on promeut comme apportant une béquille, une solution ponctuelle à l'échelle de l'acteur individuel, ne peuvent pas, à l'échelle collective, amener à maintenir des systèmes de production résilients, efficaces écologiquement, c'est-à-dire capables de ne pas déglinguer la planète ici, mais aussi à l'autre bout de la planète, et quelque part capable de produire une alimentation de qualité. Donc, nous, à l'atelier paysan, on ne cherche pas à concilier les deux, très clairement. Nous assumons d'avoir des producteurs et des productrices, des paysans et paysannes, qui cherchent à avoir des technologies appropriées par eux et pour pouvoir produire mais sans être quelque part en marge d'un système dominant qui, lui, va continuer. Et donc, j'appelle un peu les acteurs publics aussi à se questionner sur le fait de chercher à faire cohabiter deux modèles quand l'un est en train de détruire l'autre inéluctablement. Mais c'est une ouverture de débat. Bravo. Merci, merci Thomas. Et on avait eu dans le premier webinaire en 2021 un positionnement aussi, enfin, d'un point de vue de l'atelier paysan, c'était au moment aussi de votre ouvrage, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein. Donc, redites-moi pour pas que je sur la souveraineté maîtriser les machines, hein. Enfin, Reprendre la terre aux machines, reprendre la terre aux qui est machines, pardon. paru aux éditions du Seuil en 2021 et l'année Voilà. dernière en poche. Au moment justement de l'apparition de cet ouvrage. Et donc, voilà, c'est aussi un point de vue très important. Je ne sais pas s'il y a des réactions du côté Véronique, Manon, si vous voulez réagir à ce qui a été dit, ou sinon, Je crois que là où on est d'accord, c'est les technologies appropriées. Et effectivement, la démonstration qui a été faite jusqu'à présent, c'est que si les agriculteurs les utilisaient pas, c'est bien qu'elles étaient peu appropriées, d'une part. Bon, je ne vais pas reprendre le débat sur l'impact environnemental du numérique. On en reparlera avec Thomas, avec voilà, enfin, ce qu'on est en train de regarder. On a été surpris, hein, ceci dit. Voilà. Mais pour que tout le monde sache bien dans la CV, on regarde aussi ces aspects extractifs et puis la fin de vie de tout, quoi, enfin, des technologies, et on regarde le changement par rapport à la pratique actuelle. Voilà, c'est juste en deux mots ce qu'on est en train de faire sur l'analyse de cycle de vie. Donc, bah, je dirais que, enfin, bon, je conçois qu'il puisse y avoir, enfin, je suis d'accord aussi sur le fait de dire qu'aujourd'hui, bah, individuellement, bien entendu, les agriculteurs vont se tourner vers des
solutions qui vont leur permettre de mieux vivre. Et une fois de plus, en plus, bon, d'autres exemples hein, qu'on est en train de vivre dans Occitanum, par exemple, une éleveuse de Roquefort qui a installé des compteurs à lait. Ben, les compteurs à lait, ça lui permet de moins gaspiller de concentré. On ne peut pas dire que les éleveurs de moutons de notre COS, ça soit des gens qui soient très très tournés, même s'ils travaillent avec Roquefort, Lactalis, etc. Ils vendent leur lait. Bon, ça lui permet d'économiser de l'argent, d'économiser du concentré. Et il y a aussi un autre effet qui est assez intéressant, c'est que finalement les brebis, quand elles donnaient la même dose à toutes les brebis, même celles qui produisaient peu, eh bien, les brebis, finalement, qui produisaient peu, elles engraissaient et elles vivaient moins longtemps, vous voyez. Donc, comme ça, elles préservent aussi la vie des brebis un peu plus longtemps. Donc, avoir de l'information, et peut-être qu'on met dans le sac toutes les technologies, avoir de l'information sur ce qu'on est en train de faire, qui est une information qui est peut-être difficile à collecter avec des méthodes. Alors, on pourrait dire un compteur à lait, on pourrait le mettre dans un seau et puis regarder ce qui sort. Oui, ok, on peut avoir ce genre de choses. Moi, je pense que l'information, c'est aussi ce qui va nous permettre de progresser en fait dans nos pratiques. Après, revoir le grand débat sur l'agriculture, je, c'est sans doute, pour moi, c'est un débat et c'est pas forcément celui d'aujourd'hui, voilà. Mais ça peut être débattu aussi. Oui, peut-être Manon, peut-être une en petite réaction? oui. Oui, bah, peut-être à deux niveaux. D'abord, spécifiquement au niveau du programme, enfin, je comprends tout à fait ce que disait Monsieur Borrell et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on essaye de mettre en place dans les démonstrateurs sur le changement de pratique et ce que tu disais aussi, Yuna, sur le technosolutionnisme, de pas seulement intégrer dans les territoires des nouvelles technologies, mais aussi d'encourager le changement de pratique initialement. Donc, par exemple, je parlais de la résilience, de la sobriété en eau dans un projet dans les Pays de la Loire. Donc vraiment travailler sur le changement de type de culture pour ne plus avoir besoin d'avoir accès à des outils de gestion aussi précis de la ressource en eau puisque les besoins seraient revus à la baisse avec d'autres types de cultures. Et notre enjeu sur le programme de démonstrateurs, c'est effectivement de documenter le mieux possible tous les bénéfices des projets sur les territoires pour ensuite faire plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour essayer de reproduire ce type de programme, puisque je disais qu'on n'avait aucune certitude sur la suite qui sera donnée. Mais c'est bien un enjeu effectivement d'essayer de démontrer autant que possible la pertinence de ce type d'appui low-tech pour espérer obtenir d'autres financements par la suite. Merci, je vais passer la parole à Maëlle Péricard, mais juste comme il nous reste pas trop longtemps, je voulais aussi qu'on vienne, finalement, le titre du webinaire, c'était Filière locale et low-tech, le retour à la bougie. Aussi parce que c'est des caricatures souvent, enfin en tout cas, ou des raccourcis souvent faits entre filière locale égale petite échelle égale retour à la bougie. On m'a dit récemment que ça ne faisait pas rêver les agriculteurs. Donc, c'est justement cette autre façon de voir. Donc, Maëlle, faites-nous rêver. Vous m'entendez? Oui. Eh ben, bon, Maëlle Péricard, du coup, je travaille pour l'animation de la filière céréales légumineuses auprès de la Grange d'Hérault, qui est une association qui est basée à Sorgues. Et bon, j'avais plein de remarques sur les débats qui ont eu lieu, notamment en termes de solutionnisme technologique et de la place de l'expérimentation à la ferme sur laquelle j'ai fait mon travail de fin d'études. Mais moi, je vais parler de ce que je vois depuis que je suis rentrée à l'animation de la filière et je me pose la question et je vous pose la question si une des voies possibles pour concilier ce besoin de technologie et à la fois ne pas faire une fuite en avant en voulant résoudre par la technologie, ce serait pas aussi d'octroyer du temps d'ingénierie dans les filières pour étudier les besoins et in situ et c'est un peu ce qui se passe dans notre filière. Du coup, je vais vous imager ça, c'est qu'on a plein de machines qu'on récupère et qu'on pourrait réemployer, mais les agriculteurs n'ont pas le temps.
et donc ils peuvent pas s'approprier ces technologies. Et donc là, ce que on a décidé de faire avec l'accompagnement, ce serait de financer du temps d'ingénierie pour permettre de repenser ces machines, de les restaurer et de les adapter aux usages. Et donc c'est peut-être une voie intermédiaire entre revenir à la bougie en reprenant des vieilles brosses à dés qui fonctionnent mal et s'équiper démesurément et donc se créer d'autres dépendances. Pour moi, peut-être aussi qu'il y a une solution là-dedans à utiliser du temps d'ingénierie de beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs qui sont en remise en question de dans leur travail et dans leur profession, et donc voilà, de le destiner à une étude et à des résolutions concrètes dans les filières. Et c'est pour ça qu'on va nous demander des financements pour ce temps d'ingénierie. Et, et voilà, c'est une des choses que je voulais vous poser comme question. Et en tout cas, bien sûr que l'usage des techniques se réfléchit en fonction des usages. Et nous, là, dans la filière, on fait du réemploi, mais par exemple, on n'a pas de solution, notamment pour les légumineuses, et on est obligé de s'équiper d'un trieur optique. Et c'est une technologie qui est nécessaire, mais elle répond à un usage et elle répond à, à des besoins. Et donc là, elle me paraît tout à fait valable. Voilà, c'est juste ce que vous voulez mentionner. Merci. Juste peut-être vous pouvez dire deux mots sur votre filière, enfin au sens où on se pose la question de est-ce que le low-tech serait réduit aux petites échelles. Alors on a vu avec Roland que bon déjà il combine low-tech high-tech et est-ce qu'il est petit ou moins petit. Enfin là aussi toute une histoire d'appréciation, mais juste comme ça vous donne. Il nous a précisé son chiffre d'affaires lui. Alors je vous demande pas forcément de nous dire votre chiffre d'affaires, mais peut-être juste pour préciser l'envergure de votre initiative. Oui, bah, c'est une filière qui a commencé qui est en travail depuis 2 ans, qui a commencé à produire. Là, on a une campagne depuis 2024 avec l'installation d'une boulangerie notamment qui planifie que les blés de la filière. Donc, on a un petit retour. On va écraser quoi. En 2024, il y aura 60 tonnes de grains moulus, ce qui représente en moyenne 30 hectares. Donc, c'est assez petit en termes d'ampleur. Mais dedans, eh ben, il y a une douzaine d'agriculteurs qui produisent pour le moulin et quasiment une vingtaine d'agriculteurs qui viennent faire de la mouture à façon. Donc ça rend un service aussi si on va plus loin que les chiffres. Et du coup, la technologie a aussi sa place dans cette histoire. Si on sort de la filière, en fait, on rend un service technologique au sein de la filière. Et, et voilà. Mhm. Merci pour ces. Enfin, voilà, c'est aussi de- d'aller au-delà de cette approche binaire entre petit et gros et voir comment. Mais vous l'avez. Enfin, ça a été dit dans le débat, c'est aussi des modèles de réplicabilité, d'essaimage plutôt que de grossissement de la taille. Enfin, ou de grossissement de la taille. Mais Roland a pu montrer aussi il en garde quand même une approche de réplicabilité. Donc. Ça n'épuise évidemment pas le débat. S'il y a une dernière intervention aussi Anne-Cécile ou Pauline, il y a une question vive, importante dans le chat. Parce qu'il y a un certain nombre de commentaires, on les mettra de toute façon à Ouais, il y en a eu. disposition Il y en a hein, eu pas mal. Du coup, aux là, intervenants. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de ressources et on vous en remercie. On donnera aussi vos commentaires, vos questions aux intervenants s'ils souhaitent vous répondre ou organiser justement peut-être, pourra sélectionner quelques questions pour justement leur demander de répondre, comme ça permettra d'enrichir et de continuer, parce que vous voyez bien que c'est encore une fois qu'un début du sujet. Euh, voilà, est-ce qu'il y a il va être bientôt midi, donc je voudrais pas retarder. Est-ce que Théo, tu as envie aussi de dire deux mots de la fin? J'avais plein d'autres questions à poser, entre frustres évidemment, mais est-ce qu'il est là, Théo? Il est parti, Théo, peut-être. Bon, on l'excuse, il m'avait prévenu qu'il devait aussi partir à midi. Euh, voilà, est-ce qu'il y a un autre petit dernier point qui... j'ai pas l'impression, du coup. Ok, bah écoutez, on finit à l'heure. Merci encore nos trois intervenants. Donc ça a permis enfin, vraiment d'enrichir les débats. On voit que
Le monde est complexe, mais en effet, on pourra revenir hein, sur ces questions de... c'est un sujet important, cette coexistence ou cohabitation. Je pense qu'au niveau du RMT, on pourra aussi revenir sur ce sujet à un moment. Donc, on vous invite à suivre les actualités à la fois de céréales locales et puis du RMT Alimentation Locale. Vous trouverez toutes les ressources, les webinaires en replay, ceux que vous avez loupés, ceux que vous allez louper. Ils seront tous là. Et d'ailleurs, peut-être juste un petit mot pour le webinaire de cet après-midi. Une petite pub aussi en lien avec le RMT. Pauline ou Anne-Cécile. Je sais pas si Anne-Cécile est là. Moi, j'ai pas fait la com de ce Ok, bon, webinaire-là. c'est Oui, oui, désolée, non, le pas temps vous. que je On récupère nous prend mon dépourvu. bouton de micro. Oui, donc cet après-midi à 13h30, hein, donc ça laisse une petite pause pour déjeuner, mais une pause quand même. On aura un webinaire en partenariat avec le groupe numérique du RMT Alimentation Locale et le Data Food Consortium, un webinaire qui s'intitule Faciliter l'optimisation logistique des circuits courts grâce à l'interopérabilité. Et vous Donc on pouvez a... mettre le lien? J'ai Mhm. pas vu le lien du webinaire Ouais. Oui, hop, dans le chat. alors, On reste un peu dans le sujet quand même. Ben ouais. voilà. Et donc, on a déjà proposé différents webinaires du RMT Alimentation Locale avec le Data Food Consortium. Donc, vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube les différents replays dans la rubrique groupe numérique. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux partenaires du projet Céréales Local. Merci, voilà, vraiment un grand merci aux intervenants, trois intervenants et aux discutants Théo qui a dû partir, mais vraiment, je pense que c'était intéressant de faire ce lien. On vous donne rendez-vous, bah, à nos prochains rendez-vous et puis bon appétit. Merci encore.